Docteur Blaise Debien, responsable pédagogique au centre d'enseignement des soins d'urgence du CHU de Montpellier. Merci de m'avoir invité. Je vois que finalement les Montpelliérains sont très présents et très actifs dans cette. Bon, j'en avais aucun doute de ce côté-là. Mais là, je suis essentiellement venu pour vous parler de formation et des centres d'enseignement en soins d'urgence. Alors, je fais tout de suite le lien avec ce qui avait été dit un petit peu ce matin. On était dans cette question, finalement, de certaines, je dirais, des liens qui puissent y exister entre le SAMU, entre les services d'urgence, entre privé ou public, et avec vos structures. C'est sûr qu'il faut que les choses y soient organisées. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est Rizone qui nous en a parlé. Vous vous souvenez, là, ces histoires avec les fromages, avec les trous. Quand il y a un événement qui arrive, il faut après aller rechercher finalement les causes. Et les causes, elles viennent finalement, et elles sont bien définies, de 4 éléments fondamentaux. La première, c'est que tout simplement, on existe parmi les autres et on doit conventionner avec les autres. Ça, c'est fondamental. Deuxième élément, c'est le management. Si ça se passe bien entre vous, dans la structure, les gens communiquent bien, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis, il y a aussi, je dirais, les procédures. D'accord ? Il y a des procédures qui puissent exister chez vous, au sein même de vos structures. Et puis, il y a un élément important, c'est la formation, qui va permettre justement de travailler et de réfléchir sur ces quatre filtres, qui sont des filtres à erreur, et qui vous permettront justement d'éviter d'arriver à la catastrophe. Puisque finalement, une catastrophe, c'est quelque chose qui doit être considéré comme pouvant arriver, mais auquel on va pouvoir répondre par tout un tas de mesures qui sont déjà prépensées avant. On sait finalement exercer, et c'est ce qui permet justement de faire que cette catastrophe ne soit pas une catastrophe, mais devienne tout simplement un aléa thérapeutique. Et vous comprenez bien tout ce que je veux dire. Voilà. Donc le volet formation, il est fondamental. Alors là, je vais vous présenter donc l'association des CESU, dont je suis vice-président. Donc Gaël Guénaud est président. Et voilà. L'ANCESU, je pense que certains le connaissent. En tout cas, ils connaissent probablement les CESU. Vous avez un CESU par département. Chaque fois que vous avez un SAMU, vous avez un CESU. Voilà. Et ce sont ce qu'on appelle les écoles des SAMU. Notre public, essentiellement, c'est vous, d'accord, des médecins. C'est des paramédicaux, c'est des médico-sociaux, c'est même l'éducation nationale. Et puis nous, on est des formateurs, et on est des formateurs crédibles. Pourquoi ? Parce que on est vous quelque part, c'est-à-dire on est des médecins, on est des infirmiers, on est des acteurs de l'urgence, qui peuvent être des acteurs du privé comme des acteurs du public. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Quelques chiffres pour les CESU, l'action des CESU. C'est le rapport de cette année qui a été donc présenté à la DGS. 2023, on a formé sur l'ensemble de la France 350 000 apprenants, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. En termes de nombre d'heures apprenants, on est à 5 500 000 à peu près heures apprenants, et on est en augmentation. Alors on a des formations phares, vous les connaissez, je pense. C'est l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1. Ça, c'est pour vos personnels à vous, en particulier les secrétaires, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de secrétaires. Et en tout cas, les ABGSU de niveau 2, où là, on touche plus finalement les soignants. Et quand je dis les soignants, c'est à la fois les paramédicaux et les médecins. Bien sûr, on fait des recyclages. Et puis, on a des formations qui sont beaucoup plus spécifiques. Et dans les formations spécifiques, on a les formations d'aide à l'emploi, en tout cas pour les SMUR. Et on a une formation importante, c'est les médecins correspondants SAMU. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et je pense que dans la discussion, on en discutera. Et puis, il y a les nouveaux actes infirmiers. Tout ça, finalement, fait référence à une réglementation. Et ce sont finalement des formations qui sont réglementaires. J'avance. L'histoire, je vais aller vite, mais dites-vous bien qu'on est né en même temps que les SAMU ont pu naître, et on est associé, bien sûr, au SAMU. Et puis, il y a eu des textes qui se sont égrenés tout au long. On a connu aussi l'évolution de la pédagogie dans le domaine des gestes, et donc on fait maintenant beaucoup de simulations, et on en reviendra probablement tout à l'heure. Nos missions, c'est celles qui sont affichées d'ailleurs sur le livre blanc
ce qui se trouve sur le site, hein, c'est contribuer au progrès de la santé publique en améliorant et développant l'enseignement à la prise en charge des situations d'urgence en santé quotidienne ou situations exceptionnelles. Pourquoi je parle exceptionnel? Vous allez me dire, mais oui, mais finalement, ça ne vous concerne pas. Eh bien, je ne suis pas si sûr que ça. Parce que si demain, vous avez un événement exceptionnel qui se passe au contact de vos structures, vous verrez, vous serez vite finalement sollicité et vous verrez que vous serez amené à intervenir. Et puis, on a maintenant des actions qui sont qui sont réglementaires. Vous faites partie finalement des CPTS. Et les CPTS ont maintenant des obligations dans le domaine de quelle offre de soins finalement je vais proposer en situation que ce soit épidémique ou autre situation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on va avoir des formations spécifiques pour les personnels, les acteurs de santé sur les terrains, et vous allez voir que vous allez être vite concernés. 5 valeurs importantes à l'ANSESU, c'est une double compétence. Vous avez bien compris, on est des soignants qui enseignent à des soignants. D'accord? C'est-à-dire qu'on enseigne ce que l'on fait tous les jours, tout simplement. Ce qui fait finalement notre crédibilité. Bien sûr, on maîtrise les contenus scientifiques. On est dans un cadre qui est un cadre aussi référentiel. Et nos sociétés savantes, c'est les mêmes que les vôtres. C'est-à-dire c'est la SFMU, hein, ou pour la médecine générale aussi, hein, pourquoi pas. Les médecines de catastrophe aussi. Un engagement auprès de l'État pour répondre finalement aux priorités nationales dans le domaine de la santé publique. Et puis, on a une volonté qui est une volonté humaniste. Nous sommes tous des médecins. Ici, nous sommes tous des médecins. Et nous sommes dans cette stratégie de toujours améliorer, en tout cas, les prises en charge rendues à la population. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire en introduction. Vous avez compris que finalement, il n'y a pas d'activité, votre activité sans connexion avec les autres, mais il n'y a pas de reconnaissance après vis-à-vis de l'État en particulier, sans un volet qui sera un volet finalement formation. Et ça, maintenant, c'est à nous d'en discuter ensemble. Alors, il existe déjà sur le territoire, je en ai parlé tout à l'heure, des textes qui régissent ce qu'on appelle les médecins correspondants SAMU. Ce sont des formations qui sont soit universitaires au départ, soit en formation initiale, soit mis en place par les CESU, et puis des renouvellements qui sont des renouvellements annuels. Je pense que cet axe-là est intéressant, et en tout cas doit être travaillé pour vous. Voilà. Je lance le débat. Alors vous dites ces axes doivent être travaillés pour vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore adapté vos formations à la pratique en centre de soins non programmés. Est-ce que vous l'envisagez ou est-ce que cette formation telle que vous la délivrez aujourd'hui, eh bien, elle est parfaitement adaptée? Alors, le premier élément, c'est que lorsqu'on travaille dans un service, dans un établissement de santé, on se doit déjà d'être titulaire de l'attestation de formation EGC soins d'urgence, qu'on soit infirmier, qu'on soit aide-soignant, qu'on soit secrétaire ou qu'on soit médecin. N'oubliez pas qu'il y aura des certifications bientôt, et ces certifications qui sont déjà, qui nous sont, nous, pour nos établissements de géro comme un hôpital ou une clinique, nous sont déjà finalement obligatoires. Ils le seront aussi pour vous. Et vous verrez que cette certification, elle entrera et vous serez obligé de vous former, sinon vous ne serez pas certifié. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez une mission qui est une mission très particulière. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez avoir comme mission. Et dans le cadre de cette mission bien particulière, qui est entre finalement l'urgence et la médecine de ville, avec des plateaux techniques spécialisés, c'est ce que j'ai cru comprendre ce matin, eh bien, il va falloir finalement imaginer et accepter que des patients arrivent chez vous avec des critères de gravité. Ah, attends, je vais vous passer le micro. Des critères de gravité qui soient mal estimés au départ. D'accord? Surtout si finalement vous n'êtes pas, je dirais, autour des centres hospitaliers et que vous êtes plutôt à distance. Et là, on pourrait imaginer, enfin honnêtement, ça se discute, vous pouvez aussi avoir des missions qui sont des missions de service public. Et à ce titre-là, vous pourriez finalement endosser quelque chose qui pourrait s'appeler, en tout cas, le champ d'application des médecins correspondants SAMU qui sont à distance, c'est-à-dire à 30 minutes, d'accord, d'un SMUR.
Je pense qu'il faut réfléchir dans ce sens-là. Et les textes, ils existent. Ils existent pour les médecins correspondants SAMU. À vous, finalement, de les travailler pour faire la jonction, quoi, en quelque sorte. Alors moi, j'ai discuté longtemps avec Blaise, qui est sur Montpellier aussi. Et en fait, il y a un truc qu'il n'a pas dit, c'est que les médecins correspondants SAMU ont du matériel spécifique qui est payé par l'ARS. Et quand ils prennent en charge un patient dans le cadre de leur mission de service public, ils endossent une casquette de service public, ils sont payés par le service public. Donc la question, c'est que si nous, dans nos centres, et on a discuté, il y a quand même malheureusement, statistiquement, plus de risques d'avoir des patients plus lourds qu'un cabinet de médecine générale, parce qu'ils savent qu'on fait de l'urgence. Donc l'infarctus, l'épilepsie risque de plutôt venir chez nous que de chez médecin généraliste. Donc on a peut-être un biais de sélection de patients plus lourds. La question, c'est est-ce que c'est intéressant de se dire que si on prend une casquette différente, on fait de la vraie médecine d'urgence, peut-être que ce sera une fois par mois, peut-être que ça sera une fois tous les 6 mois, mais d'avoir du matériel spécifique payé par l'ARS, et quand je parle de matériel spécifique, c'est un DSA, c'est de l'oxygène, c'est un scope, etc., qui peut peut-être, parce que c'est le cas aux médecins correspondants SAMU, d'avoir du matériel particulier qu'on utilise peu, évidemment, mais qui, quand on en a besoin, c'est bien de l'avoir. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question de savoir si c'est pas quelque chose qui nous permettrait non seulement d'être préparé à avoir un patient plus lourd, mais également d'avoir du matériel et une rémunération qui correspondra à quelque chose de malheureusement plus statistiquement risqué pour nous. Alors, si c'est le cas, Blaise Debien, est-ce que vous envisagez les centres de soins non programmés comme des antichambres des urgences? Alors moi, j'ai pas cet avis à donner. D'accord, ça c'est les sociétés savantes, c'est-à-dire la SFMU et puis vos organisations et bien sûr l'État. Nous, on est là pour mettre en musique, c'est-à-dire former. Et le mieux, bien entendu, c'est former chez vous, dans vos structures. Honnêtement, il n'y a pas photo. Les formations in situ, en simulation chez vous, c'est du bonus pour tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui. C'est comme ça aussi qu'on fait évoluer vos structures et qu'on les sécurise. D'accord ? Mettre un mannequin dans la salle d'attente, lui faire je sais pas, une convulsion ou tout simplement présenter un tableau d'infarctus, c'est de cette manière-là qu'on apprend, c'est de cette manière-là qu'on adapte vos structures à justement l'urgence. C'est comme ça qu'il faut le penser. Et nous, là, c'est notre job, on sait faire. On le fait déjà avec les médecins correspondants SAMU. On le fait déjà dans le cadre... vous savez, on a une population qui aujourd'hui se forme très très bien, c'est les dentistes. Médecins généralistes, on a du mal. Et les structures qui naissent, eh bien, pour l'instant, on n'a pas commencé à collaborer. Mais l'idée, c'est justement de créer l'urgence chez vous pour que ce soit jamais la première fois sur le patient. Ouais, comme disent les dentistes, mieux vaut tartre que jamais. Si tu veux, mais bon. Mais Saoudi, je suis cadre de santé formatrice à la Croix-Rouge de Saint-Étienne. Et donc, ma question se porte sur la formation, pour avoir l'attestation de formation en soins d'urgence, la FGSU. Le recyclage, c'est tous les 4 ans. Exactement. Et comment vous allez pouvoir former tous les 4 ans les étudiants infirmiers qui sont formés au bout de 3 ans? Alors, je pense que là, on est hors sujet quand même. On peut se voir si vous voulez tout à l'heure. Mais oui, en effet, l'attestation de formation et soins d'urgence, c'est recyclable tous les 4 ans. Nous, maintenant, on a une réflexion qui est une réflexion, je dirais, de lier à la fois des mises en situation sécurisantes, en quelque sorte, des actions dans les services régulièrement, puisque la certification demande à ce qu'il y ait des exercices dans les services, d'accord ? Et on essaye de cumuler ça avec du recyclage. Voilà. Ce qui nous permet à ce moment-là de recycler tout le monde. Ce qui nous permet de monter finalement au total. Mais vous voyez que l'activité des CESU, c'est quelque chose, il y a un CESU par département et on développe, on est des boîtes de formation maintenant, experts en simulation, avec des outils qui sont des outils comme des simulateurs qui coûtent, moi le mien j'en ai 2 à 150 000 €, vous imaginez. Tous les étudiants en médecine passent dessus, tous les étudiants infirmiers passent dessus, et puis on les envoie, on les transporte dans les cabinets, et on fait des formations in situ aussi avec. Merci Blaise Debien. Et